Miami, Monte-Carlo, Rome, Madrid, Roland-Garros, si tu ne veux rien manquer des temps forts de l'exceptionnelle saison 2023, abonne-toi juste ici, mon très cher Goat. C'est hyper simple. J'ai un petit mot d'ailleurs de remerciement pour toi à la fin de cette vidéo. L'irréel Carlos Alcaraz carbonise Yannick Sinner et défiera Daniil Medvedev en finale. Le sum intersidéral de Scientech et une stat complètement folle, c'est le programme explosif de votre nouveau digest d'Indian Wells et on attaque juste après ça. Et on attaque ce côté réseau avec une stat folle de jeu 7 et maths, Constance, qu'on embrasse, qu'on kiffe, qu'on surkiffe sur la chaîne, bien entendu. Ils se sont qualifiés pour 4 finales consécutives en 5 semaines depuis le début des années 2000. Alors sans surprise, on a Rafa Nadal, la fameuse période Monte-Carlo, Rome, donc vous le voyez, hein, avril-mai 2007 pour Nadal, 2009 également, 2011-2013. On avait eu également Andy Murray, souvenez-vous, c'était à la fin de la saison 2016, il était en lutte avec Novak Djokovic pour terminer numéro 1 mondial. Donc de octobre à novembre 2016, Murray qui a d'ailleurs laissé une très grande partie de sa hanche dans ce combat pour essayer d'aller gratter cette place. Et on a Daniil Medvedev, hein, du coup, là, depuis février, qui a, alors, certains disent intégralement retrouvé son niveau de jeu. Ça, est-ce qu'on peut en discuter peut-être dans les commentaires? Moi, je reste encore un tout petit peu sceptique. Mais allez, à la marge. Je vais vous expliquer pourquoi dans le coin tactique, bien sûr. Une petite image floue sur le Tiafoe Medvedev également, une séquence qui a fait réagir les PIS froids. On voit donc Tiafoe qui peut avoir cette habitude hein, de troller, de viser aussi ses adversaires parfois quand il se fait breaker. Donc là, il va tirer une balle dans les bouloches de Daniil Medvedev. Alors moi j'ai trouvé ça amusant, les Twitter voilà toujours hein, qui va dire ouais Tiafoe espèce d'ordure etc. Les mêmes qui vont te dire ensuite ouais le tennis est devenu complètement aseptisé, on s'ennuie, l'époque moderne ne crée que des personnages qui sont voilà respectueux des règles, des consignes et du coup Kyrgios c'est un vent de fraîcheur etc. Bah moi je vous le dis, j'apprécie beaucoup le tempérament et le tennis de Frances Tiafoe. On enchaîne avec la dernière info de ce côté réseau et c'est Iga Swiatek dans la sauce bernaise avant hier du coup. Alors elle a posté un truc sur Twitter, ça a beaucoup fait réagir et ça va nous emmener à une conversation qui va nous faire tout doucement dériver vers Rafa Nadal, vous allez le voir. Donc elle a tweeté, dur ce soir, j'ai tout donné mais Elena était une meilleure joueuse. Malheureusement je ressens de l'inconfort et des douleurs dans les côtes et c'était difficile pour moi de concourir à mon plus haut niveau, at my highest level. Ça c'est une expression que Rafa utilise beaucoup. Je consulterai mon équipe et j'utiliserai certainement ces prochains jours pour récupérer. À bientôt. Alors, a priori, un message normal, vous vous dites mais où est la polémique? Eh bien si vous êtes comme moi, si vous lisez les réponses sur Twitter, si vous lisez les commentaires après ce genre de déclaration, il y a une grande partie des fans de tennis que ça agace, que ça ulcère, parce que beaucoup disent quand tu perds, t'as pas d'excuses à avoir, tu dois dire simplement ton adversaire est meilleur, passer à autre chose. Moi je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que si un joueur ou une joueuse, en l'occurrence Iga Swiatek, a des douleurs, des difficultés, bah, elle a le droit de les exprimer, quoi. Elle a le droit de dire que bah, c'est en partie à cause de ça qu'elle a perdu. On sait Iga Swiatek quand elle est agressée très fort hein, sur son coup droit avec des balles rectilignes puissantes, elle a un peu du mal à s'organiser. Voilà, je vous ai trouvé un message, hein, mais il y en a plein dans les réponses de ce tweet. Votre blessure ne devrait pas faire partie de la conversation, elle n'a pas été évoquée lors d'autres matchs ou avant le tournoi. Ce n'est pas beau quand on trouve des excuses. Dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous agace ou si vous trouvez ça normal et sain qu'un joueur puisse exprimer la raison pour laquelle, en partie, il l'a perdu. Allez, on attaque avec la première analyse de cette vidéo, la demi-finale entre Daniil Medvedev et Frances Tiafoe. Daniil qui a laissé échapper 7 balles de match. On va en reparler d'ici quelques instants, c'est hyper important pour vous, pour votre analyse, pour votre compréhension de ce qui se passe depuis quelques semaines avec Daniil Medvedev. Alors, dans un premier temps, on a eu un schéma qu'on avait pu anticiper et Daniil en a vraiment abusé en début de rencontre. C'est lock, la diagonale revers, pousser Tiafoe à décaler au niveau de son coup droit, à créer, à faire des amortis, à essayer de tenter des accélérations. Ce thème, c'est ce que j'appelle l'appât créatif. Vous forcez votre adversaire à prendre des risques, à viser les lignes, à essayer de vous déboulonner en vous déplaçant, en tentant des coups risqués, des services qui essayent de toucher voilà, au maximum les lignes. Et c'est pas tenable sur la durée. Et je pense que c'est l'essence même du tennis actuel, 2022-2023. C'est des joueurs du type Daniil Medvedev qui pratiquent un tennis d'usure et à contrario, on a des tennis créatifs, inspirés qui, sur la durée d'un match,
c'est plus difficile de les exprimer et de remporter des parties. Malgré tout, on a eu une belle résistance de Frances Tiafoe. À 2 partout, 0,40 d'Anil, le match va légèrement changer de perspective et de physionomie grâce à la main, au toucher de Frances Tiafoe, qui parfois s'est jeté au filet, il a été agressif, conquérant, c'est son ADN tennistique, mais le temps jouait pour Daniil, et c'est ça le truc avec ses oppositions, et c'est pour ça qu'il y a 5-0 désormais dans le head-to-head entre les deux hommes. On est à 5 partout, un peu comme contre Fokina dans le deuxième set sur le quart de finale. On va avoir 2 fautes en revers ici, une double, un service volé en chaussette, et Daniil qui fait la diff dans un moment clutch. Un autre élément majeur dans le jeu de Daniil en ce moment, c'est les coups de défense ultra spectaculaires, les retours de service à 5-6 mètres de la ligne de fond. Ici, il va réussir à tirer un passing complètement extraordinaire. Il va faire le break en début de deuxième manche. Et là, on a une phase pendant 15-20 minutes, je trouve qu'il joue un tennis qui rappelle ses meilleures heures, et surtout, voilà, Medvedev, il est retourné à ses fondamentaux depuis février. Vous voyez ici la position moyenne de retour de service. Le premier coup, on a gagné 4 mètres, donc on trouve beaucoup de longueur sur le premier coup. La balle, elle a décéléré, et ensuite, dès son deuxième coup de raquette, il est déjà à 1 mètre de la ligne de fond, et donc, il est dans une stratégie d'attente, de construction de points. C'est là où il est à l'aise. C'est d'ailleurs ce qu'a dit en substance Gilles Servera à l'équipe pour expliquer ce qui s'est passé depuis février. Mais il y a un mais. Il y a un mais quand même dans ce tableau idyllique. C'est depuis 2022, depuis la finale contre Rafa à l'Open Australie, il y a une tendance de fond chez Daniil, c'est de ne pas réussir vraiment à conclure ses matchs, à être décisif, à être létal sur les fins de rencontre. Ça, c'est quelque chose qu'il a beaucoup pénalisé sur le deuxième semestre 2022, et on l'a retrouvé ici. 7 balles de match caviardées. On va avoir une double faute dans cette séquence pour donner le débreak à 5-4. Mais là où la différence se situe justement par rapport au dernier semestre 2022, c'est qu'il est capable de réagir. Il est resté dans son match. Voilà, il a mis les œillères à 5 partout. Il fait un break blanc immédiatement, et avec ce coup extraordinaire, avec une course là, il va réussir à gratter la balle, la déposer sur la ligne et à rebasculer à 6-5. Bon, évidemment, c'était pas fini, mais il va réussir à faire le taf, notamment dans le tie-break, avec un retour télescopique ici qui va clouer Frances Tiafoe. Et c'est là où tu peux te dire, ok, c'est pas encore, je trouve, le Daniil ultime, la version ultime de Daniil, mais on s'en rapproche. C'est un process de toute façon, il y a encore des petites micro-failles ici ou là, et puis il n'est pas non plus dans un environnement qui lui sied à 100%, mais on peut quand même, je trouve, être très rassuré sur Daniil, sur la suite de la saison. On enchaîne avec le choc de la nuit, c'était entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz. On attendait monts et merveilles de cette rencontre, et elle n'a pas fait plouf, ce serait exagéré de dire ça, mais c'était pas forcément un match d'une qualité extraordinaire, et c'est notamment dû à une clé fondamentale dans cette rencontre, c'est le 50% de première balle de Sinner. C'est pas suffisant, et le match s'est joué en très grande partie sur cette statistique. Alcaraz, à contrario, est à 72%, et derrière leur service, ils ont des statistiques globalement similaires. Donc là, par exemple, il va se faire exécuter alors qu'il a fait une double juste avant. Sinner va quand même avoir une belle phase dans cette rencontre. On est ici à 4-3, il va y avoir un débreak, 4 fautes directes du côté de Carlos Alcaraz, des fautes directes précoces en plus, c'est deuxième coup de raquette, troisième coup de raquette, 2 côtés coup droit, 2 côtés revers. Ici, sa faiblesse structurelle, vous le savez, ça en extension défense côté revers. Et hormis le pourcentage de service, il y a aussi une autre clé, c'est le manque de main de Jannik Sinner. On a vu une différence quand même assez forte entre les deux joueurs, bien sûr. Vous le savez, Alcaraz, c'est un joueur qui est doté d'une magnifique main, et là par exemple il est bien sur la balle. On est sur une balle de 7 pour Sinner. Attention, s'il la remporte, le match est complètement différent, et il va remettre une petite cloche ici que Alcaraz va lire, anticiper, il va remporter le point. Il y a mieux à faire, et quand tu regardes l'élite des joueurs, les Rafa, les Novak, même Carlitos, quand vous êtes dans ces positions là, peut-être que vous la glissez là subtilement. Bref, vous mettez pas une cloche comme ça pour vous faire exécuter. On se retrouve donc bon an mal an dans un tie-break globalement dominé par Alcaraz. Ici, il va envoyer 2 gigantesques boîtes en revers, il va pas se poser de questions. C'est ça aussi qui fait plaisir, ça rappelle un peu le prime Dominic Thiem, c'est le gars, dans les moments chauds, il va jouer son tennis, c'est lui qui va être offensif, c'est lui qui va être conquérant. S'il fait les fautes, c'est pas grave, c'est lui qui a décidé du scénario du match. Avant-dernière palette de cette partie, et comme un symbole, vous le voyez, Sinner qui s'empêtre dans un décalage coup droit, un peu raté, il a pas la place, mauvaise lecture. Je sais pas si les guibolles le tournaient vraiment à plein régime, surtout dans la deuxième manche. Physiquement, il y avait un delta entre les deux joueurs, j'ai trouvé, qui va s'exprimer d'ailleurs sur
sur le point du match, lunaire de volée, smash en extension amorti, Sinner qui va arriver, attend sur la balle et derrière on va avoir une course monumentale de Carlos Alcaraz et un lob pile poil sur la ligne. Il va réussir à remporter ce jeu 3-0. Globalement, il va réussir à mettre le couvercle sur ce deuxième set et il affrontera donc Daniil Medvedev en finale. Et c'est donc la finale d'Indian Wells, ce sera ce soir à minuit entre Carlitos et Daniil. On a 1,80 pour Carlos Alcaraz, 2,00 pile poil pour Medvedev. Ce camp prono, vous le savez, il est sponsorisé par les Winami de Winamax qui m'accompagnent sur ce tournoi d'Indian Wells. On est sur un jeu responsable entre service volé et Winamax, c'est super important, c'est un jeu qui est exclusivement réservé aux adultes. On va observer les cotes et je vous donne, comme d'habitude, les clés de la rencontre. D'abord, un coup d'œil devant vos yeux ébahis sur le head-to-head entre les deux hommes, 1-0 pour Daniil. Alors certains d'entre vous avaient peut-être oublié cette opposition, c'était à Wimbledon en 2021. Carlos Alcaraz qui découvrait encore à l'époque sa sexualité, il n'avait pas encore entendu parler d'Emma Raducanu. La première clé de compréhension de cette finale, c'est le travail de la diagonale. Daniil qui a sublimement bien exécuté ça contre Tiafoe. Sinner qui n'a pas réussi à lock Alcaraz dans ce secteur, j'ai trouvé. Donc ça va être un axe essentiel clairement. La deuxième clé, ça va être la conversion de balles de break. Carlos Alcaraz, il est pas ouf sur le taux de conversion, il s'en procure beaucoup, mais il peut avoir tendance un peu parfois à faire ah ouais. Je pense qu'on va avoir pas mal d'occasions dans cette rencontre. Et puis la troisième clé, c'est l'exploitation du match-up pour Carlitos, et notamment la position très reculée de Daniil Medvedev au retour de service. Carlitos, il est capable de faire des one-two amortis, des services volés. Voilà, il a beaucoup de variété et je pense qu'il va être capable d'exploiter ça, cette proposition de création de la part de Medvedev. Par contre, voilà, le Russe, il a une confiance qui est complètement inébranlable en ce moment, mais justement, est-ce que ça va pas coincer au niveau physique? Parce qu'il a quand même sacrément enchaîné le low stick, donc pour moi, allez, l'équilibre, c'est 52-48 pour Alcaraz. Du coup, je vous invite un peu plus à pencher du côté de Carlitos. Mais on pouvait pas décemment se quitter comme ça, je voulais toutes et tous vous remercier. Vous avez vu sous le player là, 20K abonnés sur Service Volé, on a explosé cette barre symbolique hier, et je voulais vraiment toutes et tous vous remercier de ça, parce que, vous le voyez... je donne beaucoup pour ces vidéos, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui est effectué tout seul, t'as pas le droit d'avoir des problèmes de santé, sinon quick, t'as pas de vidéo, et puis tout le château de cartes s'effondre, donc c'est du flux tendu. Moi je donne beaucoup, et je reçois beaucoup aussi, bien sûr, de votre part, avec vos pouces, avec vos abonnements, avec vos commentaires, avec les interactions qu'on peut avoir, donc c'est quelque chose que j'apprécie, que je valorise, et on est là pour durer, ça va pas s'arrêter.